Vous, Emmanuel Piette. Une première question sur ce qui vient d'être dit ce matin. L'avocate de Dominique Pellicot avait dit ces dernières heures, on ne peut pas repartir de cette audience sans avoir une explication tangible de sa part. Il doit au moins cela à sa femme. Est-ce qu'on l'a eu, cette explication tangible aujourd'hui? Pas tant que ça. En tous les cas, il n'a rien dit sur sa fille, alors qu'il y a des photos d'elle nue, et donc forcément, il l'a touchée pour avoir ces photos. Et donc, il continue à nier tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut pas, il le nie pas. Il a raison. Les photos, les vidéos qui ont été montrées, etc., là, il peut pas dire. Mais sur sa fille, il continue à dire des choses qui sont vraiment difficiles à entendre pour la fille, parce qu'elle saura jamais. Et ça, c'est compliqué. Lui, il continue de jurer, de promettre qu'il ne l'a Il a pas rien touchée, fait. qu'il ne l'a pas violée. Alors, ça, on peut pas dire, mais en tout cas, il l'a touché, parce que pour faire des photos comme ça, nues, avec les fesses en visible, il a forcément touché quelque chose. Donc, il nie tout ce qu'il peut nier sans que ça soit évident. Vous qui êtes au contact de familles, de femmes et forcément d'enfants, que nous disent les chiffres? Que quand une mère est violée, bien souvent, l'agresseur, quand c'est le mari, il se tourne vers les enfants? C'est extrêmement souvent en cas de violence conjugale qu'il y ait des violences et des atteintes sur les enfants. Et c'est même dans les violences conjugales graves, quelquefois ils s'attaquent aux enfants petits. Et on a un mal fou à le faire reconnaître par la justice. On n'a pas toute cette chance qu'a Madame Pellicot d'avoir été filmée. Parce que ça fait des preuves à tout. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur ce procès, cette affaire, l'enquête qui a été menée? Je crois que vous dites qu'il y a eu une incroyable enquête qui a été menée. Ce n'est pas le cas à chaque fois. Ah, ça vraiment. D'abord, un merci magnifique aux vigiles du magasin qui ont tout de suite interpellé et aux policiers qui ont fait une enquête magnifique. Parce que pour un voyeur, ils ont été saisir le matériel et ils ont eu des preuves, mais ils les ont cherchées. Et ça, je dirais, c'est vraiment une enquête magnifique. Il reste que quand même, il y a au moins 30 gars qui ont été identifiés qui ne sont pas là, et on ne sait pas pourquoi, et c'est un peu dommage. Et puis, mais c'est quand même vraiment, d'un petit voyeur, au départ, une enquête magnifique qui montre toute cette atteinte. Il y en a 14 qui ont reconnu les faits. Ça peut paraître peu. Est-ce que c'est beaucoup au vu de ce que vous voyez C'est la stratégie d'un agresseur habituel, c'est de rester en liberté. Dans sa stratégie, j'ai resté en liberté et pas se faire prendre, et si possible garder sa chair fraîche. Donc là, on a vu qu'ils ont été coincés par ces films, parce qu'on voyait. Et donc, même ceux qui ne reconnaissent pas, c'est assez bizarre de ne pas reconnaître quand on vous voit faire des fellations, violer. Fellation, c'est évidemment un viol, mais on les voit, donc c'est compliqué de ne pas reconnaître. Il pourrait dire, je ne l'ai pas fait, mais on les voit faire, donc c'est ça qui est compliqué. On est en direct avec Maître Anne Bouillon. Bonjour et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avocate spécialiste du droit des femmes et des violences sexuelles. C'est difficile de nier au vu des preuves qui pèsent dans ce dossier? Écoutez, chacun est libre des moyens de sa défense, hein, les accusés, ils peuvent absolument dire tout et n'importe quoi, et on ne peut pas leur reprocher. Après, ce sera au juge d'en tirer les conséquences et puis de forger leur intime conviction. Mais effectivement, c'est assez rare, vous l'avez dit, qu'on ait des preuves matérielles de cette nature-là. En fait, ce qui est souvent contesté, c'est pas tant la relation sexuelle que ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Et c'est exactement les stratégies de défense qui ont été mises en place. C'est-à-dire que les accusés vont dire que oui, il y a eu un contact sexuel, mais ils ne savaient pas que la victime ne voulait pas. Autrement dit, c'est l'élément intentionnel, ce qu'on appelle l'élément moral, qui est contesté. Moi, ce qui me paraît très difficile, c'est de contester le fait qu'on ne savait pas qu'une femme endormie ne pouvait pas manifester son accord à une relation sexuelle. Vous voyez, là, il y a quand même un exercice de défense qui est relativement audacieux. Le déni, c'est ce qui caractérise finalement la ligne de défense de ces co-accusés de Dominique Pellicot aussi, en quelque sorte, aujourd'hui. Oui, vous avez raison, mais vous savez, les mots sont très difficiles à dire, très difficiles à entendre. C'est-à-dire que se penser comme un violeur et recevoir finalement de toute la société l'idée de ce qu'on est un violeur, c'est compliqué dans un procès de cette envergure. C'est précisément l'enjeu. Moi, je crois qu'il y a
vous parlez de déni, il y a aussi le poids du regard de la société tout entière, et c'est précisément ce que Gisèle Pelicot a voulu faire avec cet acte extrêmement courageux de rendre ce dossier public. Elle a voulu convoquer toute la société, et finalement, un peu comme Gisèle Halimi, peut-être que ce sont les Gisèle qui l'avaient fait en 1918, faire le procès du viol et interpeller, et j'entends que ce sont les mots de mon confrère, nous interpeller collectivement sur le poids du viol. Et donc être stigmatisé comme un violeur, eh bien, finalement, est sans doute très difficile pour les accusés, et ils devront progresser, à mon avis, sur ce chemin-là, y compris après l'audience. Je crois que ces avocats, d'ailleurs, ont parlé tout à l'heure, au tout début de leur plaidoirie, d'actes politiques, cette décision de renoncer au huis clos. Oui, Vous êtes d'accord avec ça? C'est exactement aussi. Oui, tout à fait. Moi, c'est vraiment comme ça que j'envisage mon action d'avocate. C'est-à-dire que je considère que le prétoire est un espace politique, et donc la justice, elle se rend à portes ouvertes parce qu'il y a une conversation qui doit être nourrie entre la société et l'institution judiciaire, et entre l'institution judiciaire et la société. Et voilà, venir élargir un peu la focale et venir interroger notre société tout entière sur ce qu'elle produit, c'est en ça que les procès sont utiles, c'est en ça que le procès Pelicot, en tout cas c'est le vœu qu'on forme, pourra, je l'espère, changer un peu les mentalités et les regards. Et vous savez, les choses ont changé en 78 après le procès dont je parlais, le procès d'Aix-en-Provence. Voilà, maintenant la question est posée, qu'allons-nous faire collectivement? Est-ce que nous saisissons cette chance pour faire un véritable examen de conscience? Moi, je dis depuis longtemps, et je plaide depuis longtemps, que le viol est un phénomène structurant de notre société. Eh bien, les chiffres ne me donnent pas tort. Le nombre de viols ou de tentatives de viol en France chaque année s'échelonne entre 80 et 90 000. Donc, voilà, réfléchissons à cela. On évoque cette prise de parole, évidemment, qui marquera les annales, celle de Gisèle Pelicot, ultime prise de parole hier, une séquence forte, intervention pendant laquelle elle a fustigé une société machiste et patriarcale. On va se remémorer peut-être cette séquence, et puis on en reparle juste après. Regardez. À la barre pour la dernière fois, Gisèle Pelicot n'a pas mâché ses mots face aux dizaines d'hommes accusés de l'avoir violée, dont son mari de l'époque. Le procès des viols de Mazan est pour elle celui de la lâcheté. Il est grand temps que la société machiste et patriarcale, qui banalise le viol, change. Et il est temps qu'on change le regard sur le viol. Gisèle Pelicot espère que ce procès servira d'exemple et que le viol ne sera plus marginalisé. Dominique Pelicot s'exprime lui aussi pour la dernière fois. Il a reconnu avoir drogué sa femme et recruté des dizaines d'hommes sur Internet pour la violer. Il a déclaré ce mardi au tribunal qu'il avait agi ainsi pour assouvir un fantasme. Il souligne par ailleurs la responsabilité des autres hommes dans leur acte, déclarant « J'ai pu faire ce que j'ai fait grâce à des gens qui ont accepté volontiers ce que je proposais ». Pour autant, seule une poignée des 50 autres accusés a reconnu avoir violé Gisèle Pelicot. Alors que le procès entre dans sa phase finale, les parties civiles présenteront leur plaidoirie, suivie par celle de l'accusation. Enfin, les avocats des 51 accusés auront la parole durant 3 semaines pour clore le procès. Le verdict est attendu le 20 décembre au plus tard. À quel point ce procès, à quel point le courage de cette femme, Gisèle Pelicot, la levée du huis clos va ou pourra changer les choses demain? C'est une étape, hein. Le viol reconnu comme crime depuis très longtemps a du mal encore à être pensé. Il faut vraiment changer la honte de camp. Nous, on a fait une campagne comme ça en 2010 avec Oser le féminisme. C'était viol. C'est les violeurs qui doivent avoir la honte, c'est pas les victimes. Et ça, la reconnaissance de Madame Pelicot de ça, et publiquement, et avec cet accueil qu'elle a régulièrement, ça va continuer à essayer de faire changer la honte de camp. Mais on voit bien que c'est compliqué dans la société tout entière. Elle est devenue une icône en quelques semaines, je dirais même en quelques jours seulement. Est-ce que ça peut inspirer d'autres femmes? Ça peut donner du courage? C'est ce qu'elle dit vouloir, elle. À chaque fois qu'il y a des histoires de viol avec des paroles fortes de victimes ou des victimes connues, ça donne du courage. Par exemple, nous, à notre permanence téléphonique, on a beaucoup plus d'appels à ces moments-là. On vous en parle de cette affaire, bien sûr, les femmes qui sûr. échangent avec vous? Bien sûr. Elles disent je vais porter plainte, maintenant j'ai le courage et des choses comme ça. Mais pour chaque affaire médiatisée comme ça donne du courage aux personnes qui ont été victimes pour parler. Ça donne du courage pour parler. Encore faut-il que les plaintes soient prises en compte. Je donnais des chiffres tout à l'heure, ce sont ceux de la Fondation des femmes. 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Pourquoi ?
parce que les enquêtes ne sont pas si bien faites que ça. Les preuves sont pas si bien cherchées que ça. Vraiment, là, quand on voit l'affaire à Pellico, c'était magnifique. Les policiers ont fait un travail magnifique. Et donc, on sait qu'ils savent faire. On n'a qu'une envie, c'est qu'à chaque fois, on tombe sur des policiers formés, intéressés par la question et qui fassent des enquêtes jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on n'aurait pas 94% de classement. J'insiste pour dire qu'il n'y a pas que des classements, il y a aussi des refus de plainte, bien que ça soit soi-disant interdit. Nous, à la permanence téléphonique, on a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils n'ont pas voulu prendre ma plainte. Au titre de quoi? Au titre de c'est quand même votre mari, vous allez pas, ou des choses comme ça, ou vous savez même pas où ça a eu lieu, alors on va pas prendre votre plainte. Des choses autour de vous dites ça parce que vous êtes jeune, vous avez eu un rapport et que vous voulez pas que vos parents le sachent. Et nous, on perd beaucoup. On décourage celles qui portent plainte aujourd'hui. Tout à fait. Il y a d'abord des refus de plainte, ensuite il y a des classements, ensuite il y a des non-lieux, et après il y a des relax. Donc il y a vraiment, alors qu'on a augmenté entre 2016 et 2024 de 120% les plaintes pour viol, le nombre de condamnations a diminué entre 2016 et 2020. On était à 1600 condamnations pour viol en 2016, on est à 1200 à peine en 2023. Donc ça a diminué. Et ça va pas. Maître Bouillon, est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous entendez, les clientes que vous défendez, que vous accompagnez? Est-ce que ces dernières semaines, vous avez entendu parler beaucoup de Gisèle Pellico? Est-ce que c'est un nom qui revient? Oui, bien sûr. Je plaidais hier devant une cour d'assises à Rennes et évidemment, on a parlé du dossier Pellico. Je défendais la semaine d'avant une jeune femme qui réfléchissait à demander le huis clos pour son dossier et qui a refusé, considérant qu'elle devait faire comme Gisèle Pellico. Alors évidemment, c'est très inspirant, ça donne beaucoup de courage aux victimes et puis ça nous donne à penser. Ça nous donne à penser, la question qui est récurrente, c'est pour ces 50 accusés, je ne parle pas du mari, mais pour ces 50 accusés, qu'est-ce qui a pu faire à un moment donné qu'ils se sont crus légitimes à pouvoir avoir accès au corps d'une femme endormie? C'est voilà, quoi? C'est la banalisation. C'est de la banalisation du viol dont il est question aujourd'hui. Exactement, mais c'est aussi de notre culture patriarcale. Elle a raison, Gisèle Pellico, lorsqu'elle vient interpeller notre société machiste et patriarcale. Pourquoi des hommes, dont on a beaucoup dit que c'était des hommes ordinaires, je mets des guillemets à ordinaires, se croient autorisés à avoir accès à la sexualité, à la génitalité d'une femme qui dort? Mais d'où ça vient en fait? Donc ça vient nous interroger sur la manière dont on est construit, dont les hommes sont construits, dont les relations sexuelles sont construites sur un mode évidemment inégalitaire. Et donc c'est ça qu'il nous faut changer. Est-ce qu'un procès peut réellement faire évoluer la société? Ça, c'est une vaste question que je pose à l'avocate que vous êtes. Aujourd'hui, j'imagine que vous allez me dire oui. En tout cas, on l'espère. En tout cas, on l'espère. Moi, ce que je vois, c'est que ce procès Pellico, il a eu une envergure absolument internationale. Vous vous y intéressez, les médias internationaux s'y intéressent. Ça se diffuse comme ça dans la société et ça nous interpelle tous et toutes. Le législateur est saisi de cette question. Vous savez que sur le bureau du législateur, il y a une réforme actuellement pendante sur la définition du viol, avec cette question compliquée de venir introduire la notion de consentement dans la définition du viol. Et puis, pour faire écho à ce qui était dit à l'instant par Emmanuel Piette, moi je crois que ça va encourager les femmes à déposer plainte, mais je pose tout de suite aussi la question des moyens. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles les plaintes sont aussi classées sans suite, c'est qu'il ne faut pas se le cacher, les enquêteurs sont débordés. Alors certes, tous ne sont pas formés, il y a encore des résistances, mais les choses évoluent dans le bon sens. Ce qui n'évolue pas, voyez-vous, c'est que la justice travaille toujours avec des bouts de chandelle et que nous n'avons pas les moyens, les enquêteurs n'ont pas les moyens de mener des enquêtes qui permettent d'élucider les dossiers de viol. Donc moi, j'interpelle le législateur et puis aussi le pouvoir exécutif sur de quelle justice souhaitons-nous nous doter face à ce phénomène de société qui est mis en lumière par le procès Pellico. Un dernier mot, peut-être, vous dites, j'ai un regard de professionnel du droit, forcément en tant qu'avocate, j'ai aussi un regard de femme, de féministe, de militante. Je rappelle que vous êtes la petite nièce de Joséphine Baker, chanteuse résistante panthéonisée il y a peu. La défense des femmes, c'est le combat de votre vie. Vous avez espoir? Vous pensez que ça va s'améliorer?
Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je garde espoir et je pense que les choses changent, que les choses bougent. Vous savez, ça fait 23 ans que je fais ce métier, ça fait 23 ans que je défends des femmes. Les choses ont déjà considérablement évolué. Alors, il y a aussi des mouvements réactionnaires, hein, des mouvements masculinistes puissants. Le patriarcat résiste et contre-attaque. C'est pas simple. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur les jeunes générations, j'ai beaucoup d'espoir sur la manière dont on élève nos garçons et nos filles, et je pense qu'on peut je pense qu'on peut passer de ça, je pense qu'on peut avoir une société beaucoup moins violente à l'endroit des femmes, et je pense que le viol peut être réduit à un épiphénomène. En tout cas, je l'espère. Emmanuel Piette, vous partagez cet optimisme, vous qui aussi vous confrontez à la réalité du terrain, ces femmes laissées pour compte. Vous nous parliez à l'instant de ces plaintes qu'on refuse de prendre en compte. C'est moins de 1% des violeurs qui sont condamnés, donc on peut progresser de façon importante. Il y a une vraie marge, effectivement. Il y a une vraie marge de progrès. Et je dirais qu'il y a une volonté politique, c'est-à-dire, est-ce que le pouvoir politique a tellement envie que ça change quand le président de la République dit qu'il faut arrêter la chasse à l'homme en parlant d'un présumé agresseur, que ça suffit maintenant. Donc on sent quand même pas une vraie volonté politique d'avoir... D'ailleurs, il y a pas de position politique du tout autour du procès Pellico. Vous trouvez que ça manque, cette prise je pense que, de position, alors qu'on est soi-disant dans l'année ou même dans le quinquennat contre les violences faites aux femmes, les prises de position politique sont totalement patriarcales. Entre arrêter la chasse à l'homme et on va faire du réarmement, on voit bien que la place des femmes est assez peu entendue et que je suis pas sûre, et je suis même sûre qu'il ne faut pas changer la loi. Par contre, je pense qu'il faut l'appliquer et qu'il faut des vraies réformes, des vraies enquêtes, des vrais moyens, et que c'est de ça qu'il est question. Si on n'a pas envie, on ne fait pas de circulaire d'application, on n'explique rien du tout. Je pense par exemple sur l'idée que 36 gus se disent non-violeurs, alors qu'ils étaient sur un site qui s'appelait « À son insu ». Donc, ils savaient bien qu'elle ne voulait pas, qu'ils se sont lavé les mains à l'eau chaude pour ne pas la réveiller, qu'ils ne sont pas parfumés pour qu'ils ne la reconnaissent pas, qu'ils se sont habillés à côté pour pouvoir se tirer rapidement si jamais, et qu'ils sont garés à 2 kilomètres pour ne pas se faire prendre. Ils étaient conscients de quelque chose quand même. Donc, après, ils racontent ce qu'ils veulent, et c'est vrai. Tant mieux, un mis en cause peut raconter ce qu'il veut, mais nous, on a nous questionné sur la stratégie de ces agresseurs qu'on a retrouvés et qu'on va retrouver dans toutes les histoires. Donc, c'est pas des hommes normaux qui dérapent, c'est des violeurs. Et d'ailleurs, il y en a déjà qui sont plutôt récidivistes et des choses comme ça. Donc, c'est pas... Je veux dire que je voudrais pas qu'on pense que tous les hommes peuvent déraper comme ça, sur un truc comme ça. Non. Même si ça peut concerner toutes les classes sociales, oui, ça peut se passer n'importe où, à commencer par chez soi. On voir qu'on a eu des violeurs dans tous les milieux, mais ça n'est pas n'importe quel mec. Tous les mecs ne sont pas violeurs. Ça, c'est, je pense que ce qu'on a envie de nous faire penser, la zone grise, tout d'un coup, l'occasion fait le larron, etc. Ben, pas forcément. Ces gars qui ont fait le larron, ils étaient sur ce site à son insu. Donc c'est déjà ça qu'ils recherchaient. Je pense que c'est pas n'importe quel mec qui fait ça. À vous entendre, leur culpabilité ne fait aucun doute. Il y aura un verdict évidemment le 20 décembre. Les réquisitions du parquet, ce sera lundi. Évidemment, ce sera une prise de parole très attendue. C'est un procès qui a mis en lumière plusieurs questions, la question de la soumission chimique. Les questions qui se posent aujourd'hui, c'est ce qui va aider à changer le regard sur le viol. Est-ce qu'il va aussi aider à changer le regard sur les femmes violées? Vous connaissez bien cette problématique, vous qui les accompagnez. Bien sûr qu'il ne faudrait pas que les femmes violées, ça soit elle qui ait la honte. Et c'est vraiment ça. Elle a été malmenée, Gisèle Pellico, hier encore. Hein. Jusqu'à la dernière minute, elle aura été malmenée par les avocats du camp d'en face. La stratégie des agresseurs, et les avocats doivent avoir la défense de leurs clients, c'est d'inverser la culpabilité. Donc, ils ont cherché tout ce qui pouvait permettre d'inverser la culpabilité, jusqu'à des crétineries, de la voir en maillot de bain sur une plage, et des choses aussi ridicules que ça. Mais ça, que les avocats des agresseurs malmènent les victimes, je veux dire que ça fait partie des audiences de base. Ils peuvent dire n'importe quoi à la demande de leurs clients, ça fait partie. Que ça soit de bonne politique, ça c'est tout à fait discutable. Que ça soit éthique, c'est tout à fait discutable. Mais ça fait partie de la façon dont fonctionnent les tribunaux. Le verdict, rapidement, qu'est-ce que vous en attendez? Un verdict moi, je pense qu'il faut pouvoir penser que des gars qui sont allés avoir du sexe avec une personne endormie en le sachant et en l'ayant cherché
parce que c'est prémédité. Hein. Ils sont allés sur le site en SASU, etc. Ils ont fait des tractations. Et ben, ça rentre tout à fait dans la définition du viol actuel.